Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Bon, on est en plein cœur des vacances de la construction. Vous êtes peut-être sur la route, vous vous apprêtez à partir. Une chose est sûre, il y a quelque chose dans votre budget qui va changer cet été, c'est le prix de l'essence. Hein? La partie de votre budget vacances qui va aller au prix de l'essence. Puis là, ça dépend. Là. Est-ce que vous tirez une roulotte en arrière, un bateu? Tout dépendant de la quantité de jouets que vous tirez en arrière, ça se peut que la facture à la pompe augmente. En m'en venant ce matin, je voyais encore. On est autour, tout dépendant, là, en tout cas sur l'île, on est pas très loin d'1,96 $. On flirte dangereusement avec le 2 $. Combien de temps ça va durer? Ben, il y a seul le Donald et les Iraniens qui le savent. Par contre, nous, les impacts à la pompe, on les ressent. On a revu notamment le baril de pétrole flamber. On avait une petite accalmie lorsqu'il y avait des espoirs d'apaisement. Là, malheureusement, depuis quelques semaines, c'est reparti de l'autre côté. Antoine Joubert est chroniqueur au Guide de l'auto. Salut Antoine! Salut, ça va bien? Salut, ben oui. J'étais curieux d'avoir tes commentaires là-dessus parce que tu sais, on a vu ce que ça avait fait, entre autres, là, pendant la guerre en Ukraine, là, quand on payait le prix à la pompe à peu près à 2 $. Là, si vous faites le plein en suprême, comme c'était mon cas à l'époque, ben là, c'était du 2,20 $, 2,25 $. Moi, je vais être bien franc avec toi, Antoine. Moi, ça a été la goutte d'essence qui a fait déborder mon bidon. C'est-à-dire que j'ai dit, là, ça suffit. Ouais. Là, moi, j'en peux plus là, de faire le plein à ce prix-là. Moi, je vais changer le modèle de véhicule que j'avais pour quelque chose qui consomme moins, que ce soit électrique ou que ce soit autre chose. Est-ce que c'est ce que tu entends et ce que tu reçois dans les commentaires d'auditeurs là, depuis quelques semaines? Il y a 3 observations que je porte parce que, évidemment, il y a la hausse du prix de l'essence, mais en même temps, il y a le relâchement des règles aux États-Unis qui fait en sorte que les constructeurs reviennent avec des mécaniques plus puissante, plus traditionnelle et plus énergivore. Quand Ram a fait un tapage en faisant une publicité disant qu'on ramène le moteur EMI sous le camion Ram 1500, il y avait beaucoup d'amateurs qui étaient enchantés par cette nouvelle-là aux États-Unis. Et ici aussi au Canada, on sentait que, OK, on est content de revoir le V8 revenir sous le capot du camion Ram. Et au moment où le moteur a commencé à être offert à nouveau, c'est là que le prix de l'essence a dépassé le seuil psychologique des 2 $. Avec pour conséquence, le fait que personne n'en a acheté. Alors, c'est intéressant parce que du côté des États-Unis, le prix de l'essence a monté et je pense que il faut voyager aux États-Unis pour réaliser à quel point ça a un impact. C'est-à-dire que les Américains ont toujours acheté des véhicules sans nécessairement regarder tant que ça le prix à la pompe parce que eux ne le payaient pas trop cher. Mais là, de vendre le gallon d'essence, bon, évidemment, on oublie la Californie où le gallon d'essence se vend 6,50 $ américain, fait que c'est encore plus cher que chez nous. Mais, tu sais, j'étais dans l'État de New York la semaine dernière, à 4,25 $ US le gallon. Ben, eux, je peux vous dire que ça leur coûte très cher et que là, ils sont vraiment frustrés de ça et il y a un changement d'habitude dans l'achat de véhicules aux États-Unis qui est encore plus fort que chez nous au Québec. Et quand je dis plus fort, c'est que chez nous, ça fait déjà longtemps qu'on fait la transition vers l'électrique ou l'hybride. Mais c'est pas vrai ailleurs en Amérique du Nord. Et là, on le ressent. Bon. Alors, c'est pas uniquement au Québec que ça a des conséquences. En même temps, ce qui me fait un peu rire en ce moment, on en parle aujourd'hui, en pleine vacances de construction. Je suis parti très tôt de chez moi ce matin. Je demeure Rive-Nord de Montréal pour me rendre sur la Rive-Sud. Je suis dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce moment. Et j'ai pas ralenti une fois. Il n'y a pas de trafic. Ça, c'est un bonheur, t'as pas idée. Mais outre ça, c'est que pendant les vacances de la construction, on le sait, le prix de l'essence monte tout le temps. Et la pseudo-excuse, c'est il y aura une forte demande pour l'essence durant les vacances de la construction parce que les gens voyagent. Or, il y a à peu près personne sur les routes là ce matin. Fait que c'est un peu contraire au message que l'industrie pétrolière tente de nous passer, disons ça comme ça. Ouais. Antoine, d'ailleurs, Antoine, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que la hausse du prix de l'essence
vous fait réévaluer vos choix, OK? Ça peut être, moi j'ai décidé, là, ça y est, je fais le saut à l'électrique. Ou ça peut être, moi j'ai un GMC Yukon, là, puis là, je vais peut-être acheter quelque chose ou je vais peut-être louer quelque chose d'un petit peu plus petit qui consomme un peu moins en termes de consommation, là, tu sais, au 100 km, Isabelle. 1-877 Cube Radio pour nous rejoindre par texto, par téléphone, 1-877-827-2346. Mais j'ai l'impression que malgré le prix de l'essence, les VUS sont encore très, très, très populaires. Les camions aussi. Oui, absolument. C'est sûr que... Mais tu sais, c'est quoi un VUS? Parce que... juste pour votre gouverne, je mets à l'essai cette semaine le véhicule le moins cher vendu au pays, qui est une Hyundai Venue. OK? La Hyundai Venue, en quelque sorte, c'est venu remplacer la Hyundai Accent, mais on lui a donné un look de pseudo-VUS et on le catégorise comme un VUS. Oh. Mais ça n'a rien d'un camion, là. Alors que c'est une petite voiture un peu plus haute. C'est ça. Puis il y en a beaucoup de ces petits VUS qu'on tente d'identifier comme des, en gros guillemets, comme des camions, mais qui n'ont rien à voir avec un camion. C'est un Hyundai Kona, pour moi, c'est pas un VUS. Non. C'est une voiture compacte. Alors, il y a de plus en plus de ça qui se vend. Et il y a de moins en moins, en fait, là où on voit le creux, c'est les camions intermédiaires. Ceux qui veulent des pleines grandeurs, ceux qui veulent des camions pleine grandeur, autant des pick-up que des VUS. Tu faisais mention du GMC Yukon, c'est un bel exemple. Ben, les gens vont acheter ça et savent que ça implique une consommation d'essence plus élevée. Mais c'est ceux qui, par exemple, achetaient des Chevrolet Traverse, des Honda Pilot à moteur V6, ce genre de camions-là. Là, on se pose peut-être un peu plus la question. Est-ce que je vais continuer dans cette voie-là ou est-ce que, parce que je remorque une roulotte 2 semaines par année, je pourrais pas décider d'acheter quelque chose de plus petit et de louer un camion 2 semaines par année? C'est là, c'est ce genre de truc-là qu'on voit. Il y a des gens qui vont vendre leur bateau parce que tout ce qui s'appelle véhicule de loisirs, véhicule récréatif, il y en a beaucoup là-dedans qui consomment énormément d'essence. Des bateaux, des motomarines, des motoneiges, ça consomme énormément d'essence. Et puis ça, tu sais, je veux dire, il y a des gens pour qui c'est un hobby et même l'essence pourrait être à 3 $, ça changerait rien, ils le feraient pareil. Ouais. Mais il y en a d'autres pour qui on est à la limite depuis un certain temps, puis ça va être le deal breaker pour dire OK, ben là ça va faire, je vends mon bateau. C'est ça. Il y a beaucoup de trucs comme ça, mais oui, si les gens ont à remplacer leur véhicule, et je dis si les gens ont à remplacer leur véhicule, ben là, ça peut être intéressant de passer à l'électrique ou d'y aller vers une hybride traditionnelle. Il y a des hybrides, c'est vraiment fantastique, là. Ça consomme 5 litres au 100, là. Alors, tu sais, à 5 litres au 100, c'est pas trop fâchant sur le budget, mais faut avoir besoin de changer son véhicule. Faut pas conduire, je sais pas moi, une voiture qui roule à 8 litres au 100 en ce moment et faire là, le prix de l'essence, ça n'a pas de bon sens. Je vends mon auto puis j'achète une électrique. Ouais. Faut planifier nos affaires comme il faut, là. Ben, faut que ce soit logique. C'est qu'en même temps, vous allez mettre peut-être 400-500 $ d'essence de plus par année cette année, c'est vrai. Mais combien ça va vous coûter pour remplacer votre véhicule? Je le rappelle, les frais de transport, préparation puis les frais de concessionnaire, c'est rendu 3 000 $. Juste ce montant-là, vous le jetez aux poubelles. Je veux juste rappeler ça parce que je vous parlais de la Hyundai Venue que je conduis cette semaine. Ben, une Hyundai Venue d'entrée de gamme, là, c'est 22 000 $. C'est 21 999 $. Ajoutez les frais de transport, préparation de concessionnaire, vous êtes à 25 118 $. Il y a 3 119 $ de frais applicables sur ce véhicule-là. C'est une somme astronomique. Ajoutez à ça le taux de financement, ou ajoutez à ça les taxes, vous êtes autour de 3 500 $. Et j'avais fait le calcul, si vous financez le véhicule sur 6 ans, les seuls frais de transport, préparation et de concessionnaire en bout de ligne vont vous avoir coûté 4 450 $. Ce qui est une grosse portion quand même. Antoine, on va y aller en rafale parce qu'on a beaucoup de questions de la part de nos auditeurs. OK, il y a Michel de Sainte-Adèle qui veut savoir disponibilité des véhicules électriques présentement. Est-ce qu'il y en a là, dans les cours des concessionnaires?
Il y en a dans les cours des concessionnaires. C'est vrai qu'il y a certains modèles pour lesquels vous allez patienter légèrement. Il y a une très, très forte demande actuellement pour la Tesla Model 3, avec raison. Là, je pense que les livraisons, on est rendu quelque part comme en fin septembre, début octobre. Là, on est autour de là si vous commandez une Tesla Model 3 de base aujourd'hui. Alors, il peut y avoir un délai de quelques mois dans certains cas, mais je vous dirais que le pire que j'entends en ce moment, c'est, par exemple, un Toyota RAV4 hybride où là, c'est 8, 10, 12 mois parfois. Ça, je trouve ça exagéré, d'autant plus que sont fabriqués au Canada. Alors, la demande est très, très forte pour ce genre de véhicule-là. Mais la plupart des véhicules électriques, c'est pas nécessairement un problème, là, la disponibilité. On en a, puis il faut comprendre que si ici la demande est forte, ben ailleurs en Amérique du Nord, c'est pas nécessairement le cas. Alors on est capable de s'approvisionner assez facilement, de façon générale, évidemment. Bon, il y a Antoine qui se demande pourquoi les normes empêchent l'import de petites voitures. Il dit, c'est ironique alors qu'on veut réduire notre consommation. Ouais, en fait, c'est pas uniquement les normes, c'est la volonté des constructeurs à vendre des véhicules comme ceux-là et à être capable de les rendre rentables. Parce que j'apporte à votre attention le fait que toutes les petites voitures, disons la très, très grande majorité des petites voitures qui sont vendues chez nous, elles ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Elles sont soit de fabrication mexicaine, asiatique, donc coréenne ou japonaise. La plupart du temps, ça va être ça. Pourquoi? Parce que le modèle d'affaires aux États-Unis fait en sorte que on est tout simplement plus capable de fabriquer des voitures et de les vendre à 25-30 000 $ si elles sont construites aux États-Unis. Les syndicats des usines et les fonds de pension des employés font que aujourd'hui, les véhicules sont plus chers et c'est la raison pour laquelle on amène toujours de plus gros véhicules, plus chers, tout ça. Ford vient d'éliminer le Ford Escape. Puis le Escape, c'est pas un si petit véhicule, mais on cesse sa production pour la simple et bonne raison qu'on n'était plus capable de le rendre rentable. C'est dur à croire, mais c'est la triste réalité. Parce qu'il était fabriqué aux États-Unis. Alors, c'est pas une question de les petites voitures ne se vendent plus. Il y a de ça aussi parce qu'effectivement, nous, au Québec, on aime les petites voitures. À l'échelle nord-américaine, c'est peut-être un peu moins vrai. Mais c'est surtout une question de profitabilité et du fait qu'on fabrique des véhicules aux États-Unis et on doit les vendre à l'international et qu'il faut que ces véhicules-là soient profitables. Et donc, ça inclut beaucoup de frais. On va ramener des véhicules de plus petit format chez nous, j'en suis persuadé, mais ça risque de passer beaucoup par l'électrique. On va aller faire un tour au bout du fil. Hugues est là. Bonjour, Hugues. Bonjour. Comment vous voyez ça, bien? Ben oui, ça va très bien. Ben moi, c'est parce que j'ai un questionnement. On en vous fait. écoute. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, le prix du baril de pétrole était monté jusqu'à près de 150 $. Puis à la pompe, on payait 1,45 $ le litre. Là, je comprends pas pourquoi il était même pas 100 $, puis on paye près de 2 $ le litre. Oui, Il y a Antoine? quelqu'un qu'il faut qu'il m'explique la disparité entre les deux. Là. Est-ce que ce quelqu'un-là sera Antoine? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais évidemment, c'est clair que les pétrolières font encore de l'argent. Là. C'est pas comme s'ils nous faisaient des cadeaux et qu'ils nous prenaient en pitié. Mais évidemment, j'ai pas l'expertise pour être capable de me prononcer sur la variation du prix du carburant. Mais il y a des taxes, tu sais. Une Non, taxe ça, par je comprends ça, mais il me semble que la disparité est énorme là, entre les deux. Là. C'est pas un petit gap, là, c'est énorme. Là. C'est vrai. Ouais. Parlant d'essence, Merci beaucoup, Hugues. Salut. Parlant d'essence, Mike trouve que c'est n'importe quoi la différence entre gaz d'été et gaz d'hiver. Ah oui, ça, c'est une autre affaire. Ça, Ouais. c'est vrai. L'industrie pétrolière là, nous amène avec ça, Antoine, à un moment donné. Ah oui, mais là, c'est l'essence d'été. Ah, fait que là, il faut rajouter des choses, puis après ça, on paye plus cher. Puis là, tu mets ça sur la pile, là, ça se rajoute à tout ce qu'on met sur notre facture de taxes pour ci, taxes pour là. C'est quand même assez incroyable, merci. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui soulignaient dans la messagerie, puis on va conclure là-dessus rapidement, Antoine, là, en 30 secondes. L'hybride, technologie hybride branchable. Est-ce que là, on s'en va vers ça au niveau de l'industrie? Est-ce que ça va devenir peut-être l'alternative? Non, absolument pas. L'hybride branchable, ça a été une technologie de transition. Moi, j'ai l'impression qu'on va en voir de moins en moins. Évidemment qu'en Europe, c'est encore très populaire parce que c'est une technologie qui permet de contourner les règles plus efficacement. Mais c'est moins vrai en Amérique du Nord et je pense que ce qu'on va voir
de plus en plus, c'est soit de l'hybride traditionnel ou du 100% électrique. Mais l'hybride rechargeable, ça va rester chez certains constructeurs, mais vous aurez remarqué qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs qui vont offrir ce genre de technologie-là. Quelques marques dans les véhicules de luxe. Sinon, vous avez Mitsubishi, Toyota, qui vont offrir de l'hybride rechargeable avec la RAV4, la Prius, l'Outlander, par exemple. Mais c'est pas une technologie que vous allez voir se multiplier. Je pense qu'on va voir beaucoup plus d'électrique, surtout que les Chinois arrivent, alors on va vouloir dans les à ça. Là. Oui, ça sent bien. Ça va changer la donne pas mal. Complètement. Antoine Joubert, chroniqueur au Guide de l'Auto. Merci Antoine, salut!